Et mes très chers amis, bonsoir. Et comme d'habitude, nous revoici encore une fois ici au studio, comme vous le voyez là, avec notre invité de tous les jours, notre ami de tous les jours, et un vrai décodeur des informations, et un vrai analyste, un vrai biologiste de l'ADN et de l'information. Alors on ne fait pas de fake news ici, mais nous voulons parler, disséquer un peu des actualités, quoi. Alors j'ai encore une fois Yannick Moulonde avec moi, et pour parler de ce qui se passe dans le monde. Le monde est absolument déchiqueté en lambeaux, des problèmes partout. Oui, et il y a des problèmes, là ça va, mais et bon, en tant qu'Africain, et donc de prime abord à la bercaille, je rentre d'abord à la maison. Bonsoir, monsieur Yannick. Bonsoir, merci beaucoup. Comment vous allez? Voilà, je suis très bien comme vous me voyez, et prêt à répondre à vos questions, prêt à débattre qui voudrait nous entendre. Ma première question est de savoir comment ta journée a été, comment tu l'as aimée, est-ce que c'était une bonne journée? Assez souvent je parle avec toi, assez souvent nous finissons par parler de Manchester. Comment tu trouves la journée d'aujourd'hui? La journée d'aujourd'hui, oui, elle était animée par le match de la grande plutôt équipe de Manchester United. Voilà, les scores, vous en connaissez vous-même. Oh là 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 là, encore une fois. Et bien, vous saurez, hein, chaque fois que je suis dans ces émissions, quand j'ai M. Yannick, c'était Mancunian. Et c'est voilà. pour bien définir ce que c'est qu'un Mancunian. Mancunian, c'est les noms spécifiques des habitants de Manchester. Manchester, qui est le nord-ouest de l'Angleterre, une ville très fameuse pour donc, ces équipes de football, pour les commencements de football au monde et pour l'industrialisation de coton, où il y a des canaux. Le berceau de l'humanité de la révolution industrielle. Industrielle, c'est entre Manchester et Liverpool. Alors, décollage, ma première question, j'ai entendu beaucoup parler les sentiments que j'ai en regardant beaucoup de canaux de panafricains, et que tout le monde est en train d'appeler maintenant à ce qu'il y ait des changements, qu'on réécrive des constitutions. Puisqu'ils disent que les constitutions que nous avons adoptées, que nous avons jusqu'à présent, ce sont des constitutions colonialistes qui ont été écrites quand on était colonisé, et que c'est une extension de la colonisation si on ne les change pas. Comment vous trouvez ça? Voilà. De toutes les façons, il faut d'abord commencer par se poser la question, quelle est la personne d'abord qui déclare que la Constitution ou bien les constitutions sont bonnes ou mauvaises? De prime abord, j'aimerais aborder cette question par cet adage, ce vieux et fameux adage des Occidentaux, qui dit que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Cet adage européen a son équivalent africain, que j'aime beaucoup. Il est aussi vieux cet adage, il dit que les léopards, lorsqu'il veut pratiquer les filiales cannibalisme qui n'est autre que la pratique de manger dans sa propre famille, manger ses enfants. Donc les léopards, lorsqu'il veut manger ses enfants, il commence par les accuser de dégager l'odeur de la chèvre. C'est la même chose avec les léopards tenant le pouvoir en Afrique et partout, surtout en Afrique, parlons de l'Afrique. Avant de s'en prendre à la Constitution, ils se comportent comme, à leur Constitution, ils se comportent comme ces léopards-là qui veut manger ses enfants et qui va dire que non, j'ai mangé mes enfants, je ne savais pas, c'est parce que j'ai seulement senti qu'il y avait l'odeur de la chèvre ici. Alors, mais personnellement, je trouve que c'est un peu différent de ça, puisque ces vieux léopards-là adorent ces constitutions. Puisque ces constitutions ont été faites pour elles, pour qu'elles changent, qu'elles ne changent, que les constitutions ne changent que les articles qui leur est préférés. Mais le vent que je sens maintenant,
c'est le vent de la nouvelle génération qui en a marre avec ces vieux léopards qui accusent ses enfants de se sentir l'odeur des chèvres et de changer, de bouffer petit à petit, que nous ne voulons plus être bouffés, nous voulons qu'il y ait, qu'on fasse une réforme totale de toutes les constitutions africaines pour dégager ce qui rend de ces vieux léopards-là les poupées des Occidentaux. Puisque tout ce qu'ils font, ils ne font que changer de constitution pour qu'ils demeurent éternellement ou qu'ils changent de constitution pour abolir tout. Et au Bénin, ils voulaient changer la constitution pour changer d'un pays à un royaume. Donc c'était un président qui deviendrait un roi. Alors, donc il y a un réveil éternel de jeunes Africains qui disent, écoutez, et on en a marre, quoi. Voilà. Vous avez déjà touché le doigt, vous avez déjà mis le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que lorsqu'on accuse une constitution d'être mauvaise ou bien de ne plus être adaptée aux réalités, la plupart, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils vivent avec cette constitution. Mais la question est de savoir maintenant, pourquoi seulement lorsque leur mandat est menacé d'arriver à l'expiration, c'est là qu'on se réveille un matin et on dit que la Constitution ne s'adapte plus aux réalités du moment. La Constitution, elle est conçue pour la continuité du colonialisme et consorts. Normalement, oui, il n'y a aucune seule Constitution qui est parfaite au monde. Ça, on se le dit. Mais ce qui me vient en tête quand vous parlez de ça, il y a quelqu'un qui a défini aujourd'hui dans le panafricanisme, c'est quelque chose que je n'étais même pas du tout au courant de. Il y a deux parallèles panafricanisme, le vrai panafricanisme et ceux qui utilisent le panafricanisme comme fonds de commerce. Voilà, pour des vraies poupées pour maintenir l'Afrique en otage. Et alors, est-ce que vous êtes en train de parler de ceux qui utilisent la Constitution pour prolonger leurs mafieux, leurs arnaques dans des pays africains? C'est ce que je voulais juste pointer. Comprenez que c'est une question, donc dire que si on peut dire que les constitutions, bien la constitution ne s'adapte plus, elle est coloniale ou bien colonialiste, il faut maintenant demander aux mêmes gens qui ont fait ce constat, qu'est-ce qu'ils ont comme proposition. La plupart des fois, ils n'ont pas de proposition. Ils disent que nous allons penser. Vous allez penser, comme quelqu'un que j'ai entendu. Est-ce que vous parlez des présidents ou vous parlez des gens qui en ont marre à ce que ces présidents-là continuent à tripoter les constitutions? Et je discutais avec des jeunes de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus avec étaient vraiment intéressants. Et ils m'ont dit, c'est M. Renaud Aké qui me disait, et depuis qu'il est né, il a trouvé la constitution de la Côte d'Ivoire, voilà, après la colonisation. Oui. Mais le seul constat qu'il a est que le peuple ivoirien n'a jamais voté dès qu'il est né. Il n'a jamais vu un revue de constitution dans sa vie. Voilà. Il n'y a que les présidents qui changent la constitution et les articles avec les membres du Parlement quand ils veulent, voilà, et quand ils sont corrompus. Vous comprenez de là où je viens? C'est là que je pointe du doigt, je dis que ceux-là qui proposent des réformes, des révisions constitutionnelles, ils sont eux-mêmes au départ en conflit d'intérêts avec la situation. Parlons un peu de la RDC, si vous voulez, ou d'un pays spécifique. Voilà. C'est là où parlons d'un pays très spécifique. Un pays très spécifique, nous regardons le grand pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, oui, qui fait couler les océans d'encre et de salive par rapport à cette question. Oui, ils veulent changer la constitution. Ils ne veulent pas. Parce que si vous dites ils veulent, ce sont les Congolais, mais c'est un individu. Ah non, non, non. Le président, voilà, sortant. Le loup. Le président sortant de la République démocratique du Congo. Oui. Pourquoi on l'appelle le président sortant? Parce qu'il a déjà servi des mandats. Absolument.
Même et qui si n'a pas les le droit. élections ne vont pas s'organiser demain, mais le fait qu'il est dans son dernier mandat, pourquoi Il ne ne pas peut- l'appeler président sortant de la République démocratique du Congo? C'est lui, Par rapport à la Constitution, puisque si on change par rapport au temps la, même, il la est le Constitution, sortant. il sera Il doit déjà préparer la capable. place à une autre personne. Alors, la question qui est là, c'est le président de la République, et non la Cour constitutionnelle, c'est le président de la République qui va sortir dans ce que les autres appellent discours, mais ça j'appelle propagation de faux bruits. Dans ces propagations de faux bruits, le président congolais, il dit que, écoutez, la constitution, c'est une constitution qui a été élaborée ou bien rédigée par les belligérants. Pendant qu'il y avait ces belligérants. Qu'est-ce que ça veut dire belligérant? Les belligérants, c'est-à-dire des gens en conflit, là où il y avait une guerre. Il veut dire que quand il y a eu cette sale guerre en République démocratique du Congo... Quand est-ce que la constitution congolaise a été rédigée? L'actuelle constitution de la République démocratique du Congo doit être de l'an 2002-2003, quelque part là-bas. Oui. Voilà. Dans cette constitution, elle a été promulguée évidemment en février 2003, je crois. Et je voudrais poser certaines questions pendant que vous parlez, si vous me permettez. Est-ce que les Congolais ont voté d'eux-mêmes pour cette constitution? Il y a eu un référendum qui est passé. National. Voilà. Et la constitution a été adoptée par référendum National. qui était présenté, oui. C'est ce que je pose assez souvent comme des questions à mes interlocuteurs. Est-ce que donc ces mécanismes constitutionnels de la RDC a eu le temps d'expliquer au peuple congolais dans leur langue ce que leur constitution contenait? C'est ça le problème que j'ai et que je trouve beaucoup en Afrique, puisque c'est que les Africains appellent maintenant. Pas partout en Afrique. Non, partout en Afrique, ils disent ceci. Ils me disent, c'est surtout à l'Afrique de l'Ouest, leurs constitutions, beaucoup sont écrites en français. Beaucoup de gens ne comprennent même pas le français. Chaque Tanzanien connaît les articles de la constitution de son pays. Voilà. Alors, on me dit en Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens ne comprennent pas le français, ne savent rien. Oui. Et vous leur appelez à voter un référendum, des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils votent ce que... ils votent ce qu'un leader local les a dicté de voter. Alors vous voulez me dire que non, c'est-à-dire que même en RDC, beaucoup de ceux qui ont voté à cette constitution-là ne comprenaient pas en réalité. Parce qu'on les a dit, si vous acceptez cette constitution, la guerre va se terminer. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est-à-dire que vous adhérez pour la continuité de la guerre. C'est-à-dire c'est une constitution de guerre. C'est une constitution vendue pour la guerre. Lorsque les belligérants se sont mis sur la table. Mais ce n'est pas pour le droit du Congolais. Non, non, c'est ça ce que ça représente. Et puis je crois que là, peut-être on pourra prendre beaucoup de temps. On peut seulement donner le contexte historique de cette constitution que le pouvoir d'aujourd'hui maintenant veut changer à tout prix. Parce qu'un individu s'est réveillé le matin et il dit voilà, on veut changer la constitution parce que, bref, il a accusé la constitution de tous les maux de son pays. C'est qui? On parle du président de la République du Congo. Ok, Félix Tshisekedi. Voilà. Donc il a accusé cette constitution, il l'accuse, c'est pas dans le passé, c'est dans le présent, c'est au présent plutôt. Il accuse la constitution sur laquelle lui-même a prêté serment à des reprises. Que cette constitution, c'est une émanation de belligérants. Et non pas seulement, il ne s'est pas arrêté là-bas, il a aussi dit que ce sont les étrangers qui l'ont écrit. Quand vous me parlez de ça, c'est époustouflant, c'est étonnant que lui, il a juré sur la même constitution. Voilà. Il est supposé être le garant de la constitution. Voilà. Il a déjà passé un mandat. Voilà. Il est au deuxième mandat. Et il n'a jamais su que cette constitution était rédigée par les étrangers. Sur laquelle il jurait de protéger
ce pays-là était ce qu'il déclare aujourd'hui. Oui. Maintenant, ce qui est là, c'est que comprenez que la République démocratique du Congo, avec sa constitution, elle n'est pas parfaite, cette constitution. Moi-même, je l'ai lue et j'ai beaucoup de positions à mettre là-dedans. Il y a même des articles qui sont dans cette constitution qui méritent d'aller dans les RIP, Rest in Peace, des articles qui doivent se reposer en paix. Parce que vous comprenez que ce sont des... En tant que Congolais et vivant dans la diaspora, aurez-vous même la chance d'avoir des idées à mettre dans la Constitution? Si les gens n'arrivent même pas à voter, la Constitution, qui vivent dans la bon, nous sommes en train de disséquer ça et excusez-moi, je pose beaucoup de questions, j'ai toujours envie de savoir et la bonne façon de savoir, c'est poser des questions à ceux qui savent, à ceux qui opèrent surtout dans ces affaires. Alors étant congolais d'origine, j'ai jamais voté puis que je suis à l'étranger et malgré que je sois congolais, alors c'est très difficile de dire que quiconque est dans ce pays-là me représenterait. C'est pourquoi je suis en train de vous poser cette question-là. Si vous aurez même le temps de... Puisque quand on voit ça, ça fait mal, comme vous dites. Alors, qu'est-ce qu'il faut, au juste? Évidemment, la République démocratique du Congo et sa constitution. C'est ce que nous sommes en train de parler. Le président actuel, on a déjà précisé qu'il est en conflit d'intérêts par rapport à au temps qu'il lui reste. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mot-là, conflit d'intérêt? Le conflit d'intérêt, c'est lorsque une personne perd sa neutralité, c'est-à-dire il a quelque chose à gagner. Oui, il a perdu la neutralité dans une affaire. Voilà. C'est-à-dire lui aussi, il a un conflit d'intérêt avec la Constitution. Le paradigme du moment. Okay. C'est-à-dire, même si on amenait les dinosaures qui a existé depuis des milliers d'années, il entendra, il dira que non, il y a quelque chose. Donc, la plupart des fois, lorsque un président qui va son mandat aller à la fin commence à trouver des poux dans les cheveux de la Constitution, son problème est unique. Le problème, c'est comment prolonger son séjour au palais présidentiel. Croyez-vous voilà. Que ça, c'est l'objectif de son... Donc, c'est son enthousiasme à vouloir retoucher la Constitution. Le courage qu'il a de parler tout ce qu'il parle, c'est justement parce qu'on va flatter le Congolais avec des trucs qui ne vont pas changer leur vie. Le seul agenda très mal emballé, très mal caché, c'est d'aller précisément à l'article. D'abord, c'est deux articles que lui est en train de viser. Lesquels juste? Il y a l'article 220 qui limite les mandats et la durée du mandat et le nombre de mandats. Alors, dans ça, qu'est-ce qui se passe? Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le président sortant de la République démocratique du Congo est en train de viser comment il va déverrouiller. C'est l'article 200. L'article 220. 220. On dit que cet article est verrouillé. Verrouillé parce que même si on fait que les réformes constitutionnelles, cet article-là ne doit pas être touché. Voilà. C'est l'article qui précise que le nombre de mandats et la durée. De mandats. Voilà. Il y a 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois, voilà. qui te fait 10 ans, ouais. Et la durée, c'est 5 ans. Voilà. Maintenant, lui, il a déjà gobé, il est sur son 6e année. Sa 6e année en tant que président de la République. Ça lui reste 4. Ça lui reste 4. Ouais. Et les 4 est là. Il va le perdre à vagabonder à travers le monde, sans rien faire.
Maintenant, il veut faire croire aux gens que ils ont commencé à dire que 5 ans c'est peu, 10 ans c'est peu. Maintenant, la seule chose qu'ils cherchent, c'est de déverrouiller, c'est de faire sauter les verrous. Mais sur l'article vous 220. parlez de 220. Quel est l'autre article que vous dites? L'autre article qui est devenu un cauchemar pour lui, c'est sa rancune avec certaines personnalités politiques de la République démocratique du Congo, que lui se présente comme s'ils seraient ou ils sont des étrangers. Et c'est là qu'est venue cette histoire de père et de mère qui n'a rien aidé les Congolais, qui ne peut rien changer. Alors, comme il vise certaines personnes, comme lui, il est le Dieu, qui dit que tel ne sera jamais président de la République du Congo. Allons un peu concrètement. Au concret? Concrètement, parce que il y avait des nouvelles qui circulaient, soi-disant, ses grands-parents, ou un de ses grands-parents était angolais ou quelque chose de ce genre-là. Mais maintenant, à qui il doit faire ses lectures, à qui il doit faire ses enseignements, et il y a plein de monde. Par exemple, je vais prendre moi-même un exemple, tous mes parents, tous mes arrière-grands-parents, jusqu'à je ne sais pas jusqu'à quand, étaient nés au Sankuru. Et alors, pourquoi je dois prendre une leçon de quelqu'un qui a comme ancêtre de ceux qui viennent d'Angola? Alors pourquoi il prend ce truc-là? Comprenez d'abord que d'où vient, peu importe l'origine des parents des uns et des autres, ce qui m'engage moi, je préfère un Chinois qui va s'occuper des Congolais qu'un Congolais qui va voler comme l'IDPS. Je ne vais jamais faire le parallèle entre le Congo et les États-Unis. Les États-Unis, c'est une arnaque internationale. Mais ce qui est intéressant avec les Américains, tout ce qu'il faut que la personne lui-même soit née aux États-Unis, sur le sol américain. Alors, j'arrive pas à comprendre. Quel article tu as dit? C'était 220 et l'autre c'est combien? Je ne saurais pas répéter. Voilà, non, ils vont inventer. Ils veulent inventer. Qui va dire que pour être candidat, vous devez être de père congolais et de la mère congolaise. Mais ça a toujours été le cas. Non, ça c'est pas mentionné dans la Constitution que de père et de mère. C'est pour cela que cette histoire de cet autre monsieur qui se fait nommer de père et de mère. C'est-à-dire enlever la nationalité, puisque c'était dit que tu dois être de nationalité congolaise. Uniquement de la nationalité congolaise. Mais de toutes les façons, même si on dit que vous êtes de la nationalité congolaise, vous pouvez être d'une nationalité congolaise. Mais l'un de vos parents, par exemple, oui, qui a très bien servi Mobutu et la RDC. Et je crois que ça, c'est pas un débat que je vais aborder tout de suite là, de Kengo et Consort. C'est un exemple. C'est un exemple, oui. Comme dans sa tête, il ne dort pas la nuit. Parce qu'il y a Monsieur X qui peut le battre. Comme lui n'a pas de candidat pour 2028, son parti par exemple. Alors, il faudra chercher à éliminer d'autres gens. Mais cette démarche a échoué, si vous allez me laisser terminer, cette démarche a échoué au Gabon. Il parlait de père et de mère, c'était pour viser Jean Ping. Comme apparemment l'un de ses parents n'est pas gabonais, alors on va amener cette même histoire au Congo que je ne vous donne pas ma position. Non, mais ce que je veux vous poser comme question, parce que c'est très intéressant quand vous me parlez de ça. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Parce que personnellement, je crois que ça serait une perte de temps incroyablement inutile d'amener quelles sont ses réalisations au juste qu'il a dit, j'ai rendu du Congo un petit paradis, je ne veux pas que ceux qui ne sont pas de père et de mère congolais viennent les détruire. Il a réussi à faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique.
C'est-à-dire les nazis, tout le monde Non, est devenu oui, il a nazifié certains Congolais. Parce qu'en Allemagne, c'est pas l'Allemand d'aujourd'hui. Écoutez, Voilà. excusez-nous, Moi, mais ce parallèle-là... Je m'étonne lorsque les gens disent donc, que... tu veux me dire qu'il devient Hitler? Il a réussi. À devenir Hitler. Il a réussi à faire du Congo l'Allemand d'Afrique. Parce qu'il y a des nazis au Congo aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est le Hitler des nazis qui s'acharnent contre tout le monde. C'est ça les nazis de l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire qu'il est devenu le Hitler du Oui, Congo. c'est-à-dire que son parti politique, le membre de son parti politique, vous comprenez? Oui, comme par exemple aujourd'hui, on vous dit que les fanatiques de Ferregola, on les appelle les Gaulois. Les fanatiques de, c'est pas l'autre échelon, Fali Poupa, on les appelle les Warriors. Warrior, qu'est-ce que ça veut dire? Les combattants. Mais les Gaulois, c'est quoi? Non, parce que faire Gola, maintenant Gaulois, ce sont ses soutiens. Maintenant, pour ce qui est de l'Allemand de l'Afrique, je vais terminer. Pour ce qui est de l'Allemand d'Afrique, les membres de l'UDPS sont devenus des nazis. Mais alors, qui va me dire que Tshisekedi n'a pas réussi? C'est très intéressant quand on fait ces débats et de savoir qu'il y a des gens qui sont très heureux à être appelés des Gaulois. Et des Gaulois... Bon, on ne sera pas sauter des coques à l'âne. Non, puisque tu as touché à ce point-là. Voilà. Être un Gaulois, c'est une arnaque sérieuse. Non, c'est pas une arnaque, ça sort du mot Gola. Non, Gaulois, oui. Gaulois c'est un nom, c'est une appellation d'origine bien contrôlée. Ceux qui suivent De Gaulle, l'ancien président français qui était un poète, qui a fui même la France pour aller chercher de l'aide au Cameroun. Sans le Cameroun, les Français, l'Algérie. Tous les Français sont appelés des Gaulois, ils y chantent les Gaulois. Quand ils font la campagne présidentielle, nous faisons des Gaulois à la Marseillaise et tout ça, sont les Camerounais. La France serait complètement effacée de la surface de la terre. Alors, donc, il y a d'adaptation des noms qui me font rire. Mais cette analogie ici, si en réalité rendre le Congo l'Allemagne, est-ce que c'est nazifier Congo? Est-ce que c'est rendre ce Congo-là extrêmement idiote? L'Allemagne, c'est un pays qu'on a maîtrisé en Europe et c'est un pays, quand on a fini avec Hitler, l'Allemagne n'avait pas droit d'avoir une armée ou une police. Et mon beau-père a servi en Allemagne comme un policier anglais. C'est-à-dire, l'Allemagne ne pouvait ni avoir la police, ni une armée. Ils ont été récemment permis par les États-Unis. Voilà, et les Russes. Alors, rendre du Congo, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que votre président connaît dans cette histoire, rendre du Congo l'Allemagne? Je vous ai dit qu'il a réussi. Non, mais dans sa tête, je ne sais pas si vous pouvez un peu déficeler. On n'a pas besoin d'aller dans sa tête parce qu'on ne saura pas y aller, mais il faut regarder les réalisations après cette déclaration. C'est-à-dire que si quelqu'un vous promet quelque chose et vous regardez ce qu'il fait, moi je vous rassure, il a nazifié. Il a réussi à nazifier le Congo. Non, pas le Congo, l'UDPS. Ok, mais est-ce qu'il parlait du Congo de l'UDPS? Écoutez, finalement les nazis ont pris toute l'Allemagne en otage. Je vous comprends. Là, je vous comprends. Il a réussi. Ouais. Alors, qui va me contredire? Oh là. Qui va me contredire? C'est intéressant. C'est ça. Donc, lui, il veut faire du Congo de père et de mère. Et c'est ce qui l'intéresse dans tout ça. Et c'est ça, c'est que Hitler voulait faire. Voilà. Il parle de l'article 217 de la même constitution. Cet article qui nous dit que la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords des communautés. C'est pas des communautés avec d'autres pays et qui peuvent inclure l'abandon partiel de la souveraineté du Congo
justement pour promouvoir l'unité africaine. L'article 217, c'est ça l'article qui l'a dit, mais que lui-même ne peut pas réciter. Écoutez, quand tu me dis ça, M. Yannick Moulonda, je suis en train de penser à beaucoup de communes qui n'ont pas voté pendant les élections, tout simplement, puisque peut-être qu'ils les ont abandonnés, comme vous dites. C'est beaucoup de places à l'est n'ont pas voté. Il y a d'autres places à l'ouest, vers Maïndombe, qui n'ont pas voté, puisqu'ils ont peut-être été abandonnés. Est-ce qu'il a abandonné ce morceau de terre temporairement en faisant les élections? Non, il a dit que les accords accomplis, ce n'est pas dans les élections, les accords avec d'autres. Mais donc, il a partiellement abandonné, puisqu'il a dit on ne peut... Il dit dans les traités et les accords. Là, il les a abandonnés à cause des insécurités, il n'y avait pas de traités ni d'accords. C'est-à-dire, lui dit que... Et d'ailleurs, la Constitution ne parle pas des terres. Ce qui est là, c'est que le problème du Congo aussi, c'est l'illettrisme au plus haut niveau que personne ne peut pas s'entendre. Cet article 217 parle de l'abandon partiel de la souveraineté. Et la souveraineté d'un pays, elle a beaucoup d'éléments factuels, ou bien d'éléments symboliques, des éléments qui symbolisent la souveraineté. La souveraineté d'un pays, ça peut être, oui, son étendue, comment il est intact, comment il est uni sans aucune implication de forces étrangères. Mais moi, j'aimerais d'abord dire que le président congolais devrait d'abord se rendre compte que l'abandon partiel de la souveraineté de la République démocratique du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour dire que parmi les éléments factuels de la souveraineté, vous avez la monnaie. On veut se dire, c'est depuis quand que la RDC a utilisé les dollars comme monnaie nationale. Ça, c'est l'abandon de la souveraineté du pays. Ça, c'est un élément très sérieux qui se parle en Afrique pour le moment, dont le panafricanisme. Le cas concret du Congo, depuis qu'on a accepté que les éléments de casques bleus viennent occuper une très grande étendue de la République démocratique du Congo, et pendant 18 ans. Mais l'armée d'un pays, c'est ça. C'est un élément factuel de la souveraineté. Ils n'ont jamais formé une armée pour prendre le relève. La souveraineté encore a été abandonnée lorsque la RDC est devenue le terrain de pique-nique ou bien de promenade de santé de toutes les armées du monde. L'Angola est là-bas, la Namibie est là-bas, le Botswana est là-bas, le Rwanda est là, l'Ouganda, lorsque vous acceptez seulement le Soudan, lorsque vous acceptez la République centrafricaine, lorsque vous acceptez seulement les Pakistanais, les Indiens, les Kenyans, donc tout le monde connaît les Burumbu du Congo. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on doit être conscient qu'on a perdu. Et on a abandonné la souveraineté du pays du moment qu'on a utilisé la monnaie étrangère. Mais tu sais quand tu parles de la monnaie et M. Yannick, les Américains sont très sensibles. Pour le moment, ils disent que non, ils peuvent détruire quiconque ils veulent avec leur système économique. Mais c'est que le monde ne savait pas au départ. Toute transaction qui s'est faite dans des banques avec le logiciel, même ici en Angleterre, en France, partout en Europe, ça doit passer par les États-Unis à cause de leur logiciel. Si vous envoyez même 10, quand vous faites le shopping, vous payez 10 livres, même 20 pays par carte, cette transaction doit passer par les États-Unis. Pour le contrôle, puisqu'ils peuvent bloquer. C'est-à-dire qu'ils détiennent l'économie mondiale en totalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous écraser complètement. Voilà. C'est pourquoi nous avons le truc de BRIC qui arrive, que les gens veulent mettre un défi. Un défi pour que les gens prennent un peu de bouffée d'oxygène et sortir de cette arnaque. La dollarisation de Voilà, des dollarisations. Voilà. Maintenant, lorsque le président Tshisekedi
parle de l'abandon partiel de la souveraineté, il doit d'abord interdire les dollars dans son pays. Il doit faire en sorte que jusqu'au dernier millimètre de la République démocratique du Congo, la sécurité soit assurée par les forces armées de la RDC et la police. L'abandon partiel... Ça, on va revenir puisque nous allons refaire un clip pour savoir en réalité quel est l'état de l'armée congolaise. Si vous pouvez nous dire en réalité, nous donner un peu plus de profondeur à ce sujet, si vous avez du temps. J'aborde ce sujet en ma qualité d'expert dans les réformes militaires. On s'arrête là. On va très bientôt revenir et nous allons parler spécifiquement de la sécurité de la RDC et de stratégie militaire. Ce n'est pas stratégie militaire puisqu'on ne sont pas des militaires, mais la formation de la sécurité pour sécuriser un pays comme qu'est-ce qu'il faut. Et M. Yannick va nous conduire dans l'émission future. Alors pour le moment, n'allez pas trop loin, nous revenons, regardez le clip qui va venir et je ne dis pas au revoir à M. Yannick, je suis toujours avec lui et nous revenons tout à l'heure. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup.